Tu devrais signer ici, Améline. Tout est déjà réglé. La salle privée du restaurant surplombant le fleuve était étrangement silencieuse. Pas de musique, pas de bougies, pas de souvenirs. À la place, une enveloppe posée entre deux verres de vin, comme un document administratif remis sans émotion. C'était leur 7e anniversaire de mariage, et Étienne venait d'offrir à sa femme des papiers de divorce déjà signés. Autour d'eux, des partenaires observaient sans comprendre, tandis qu'Améline réalisait que ce moment n'était pas une rupture, mais une mise en scène soigneusement calculée. Il pensait avoir tout verrouillé. Il ignorait une chose essentielle. Certaines femmes ne s'effondrent pas, elles se retirent et laissent le système tomber seul. Si cette histoire vous intrigue, soutenez la chaîne, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous nous regardez. La salle privée du restaurant surplombait le fleuve avec une élégance froide, presque clinique. Les grandes baies vitrées offraient une vue impeccable sur les lumières de la ville, mais rien dans cet espace ne rappelait une célébration intime. Il n'y avait ni bougies, ni fleurs personnelles, ni photographies évoquant 7 années de vie commune. L'éclairage était uniforme, étudié pour ne flatter personne en particulier, et le silence ambiant ressemblait davantage à celui d'une salle de conférence qu'à celui d'un anniversaire de mariage. Améline Coffey était assise à l'extrémité de la table longue et parfaitement dressée. Devant elle, les verres étaient alignés avec une précision presque militaire. Elle observa la disposition des places et sentit une tension subtile se former dans sa poitrine, non pas une angoisse brutale, mais une alerte intérieure, comme un mécanisme qui se mettait lentement en marche. Elle compta mentalement les chaises. 19. Elle se souvenait pourtant très clairement du nombre initialement évoqué par Étienne. 42 invités, amis proches, anciens collègues, quelques membres de la famille élargie. Ce soir-là, il ne restait que des visages liés aux affaires, des partenaires, des financiers, des gens qui n'avaient jamais partagé un dîner sans agenda. Elle comprit alors que cette soirée avait été filtrée, ajustée, nettoyée de toute présence inutile. Les amis communs avaient disparu, tout comme les témoins affectifs de leur histoire. Il ne restait que ceux qui savaient écouter sans intervenir. Étienne Vauclair n'était pas encore arrivé. Améline remarqua l'heure sur son téléphone, puis leva les yeux vers la porte vitrée qui menait à la salle. Elle connaissait trop bien ce détail pour l'ignorer. Étienne arrivait rarement en retard, sauf lorsqu'il voulait créer un effet. 9 minutes plus tard, exactement, la porte s'ouvrit. Il entra avec l'assurance d'un homme habitué au regard. Son costume était impeccable, d'un bleu sombre sobre, ajusté avec soin, comme s'il s'apprêtait à monter sur scène. Son visage affichait une expression maîtrisée, ni sourire ni tension, seulement cette neutralité calculée qu'il adoptait lors des présentations importantes. Il salua brièvement les invités, échangea quelques poignées de main, puis se plaça naturellement au centre de l'attention. Améline le regarda sans bouger. Elle le connaissait assez pour reconnaître cette posture. Ce n'était pas celle d'un mari célébrant un anniversaire, mais celle d'un dirigeant sur le point de faire une annonce. Lorsqu'il prit la parole, le silence s'installa immédiatement. Étienne parla d'une voix claire, posée, utilisant le ton qu'il réservait au conseil d'administration. Il ne mentionna pas leur rencontre, ni leur début modeste, ni les années de construction commune. Il évoqua plutôt des notions abstraites, des cycles, des transitions nécessaires, des choix rationnels imposés par l'évolution des circonstances. Il parla de restructuration, d'optimisation des ressources, de décisions difficiles mais inévitables. Chaque mot semblait choisi pour éviter toute émotion, comme si le langage lui-même avait été désinfecté de toute trace d'intimité. Puis il s'interrompit et se tourna vers Améline. Un serveur s'approcha discrètement et lui tendit un objet qu'il prit sans hésiter. Étienne fit quelques pas, posa devant elle une enveloppe en cuir gris, fine et rigide, et la plaça sur la table avec la même précision qu'un document administratif. Améline baissa les yeux vers l'enveloppe. Elle n'eut pas besoin de l'ouvrir pour comprendre. La texture, le poids, la manière dont elle avait été présentée ne laissaient aucune place au doute. Étienne expliqua brièvement, sans s'attarder,
que les documents avaient été préparés à l'avance, dans un souci de clarté et d'efficacité. Il précisa que tout avait déjà été signé de son côté, ajoutant que la date figurant sur les pages remontait à près de 2 semaines. Les termes étaient formulés avec une politesse trompeuse, promettant une séparation équitable, une aide financière qualifiée de volontaire et un délai strict pour quitter le domicile conjugal. Tout était présenté comme une faveur, jamais comme une option. Améline sentit les regards se poser sur elle, non pas avec curiosité, mais avec cette retenue prudente, propre au témoin d'un acte irréversible. Elle leva les yeux vers Colette Vauclair, sa belle-mère, assise à quelques places de là. Colette ne manifesta aucune réaction visible. Ses mains restaient posées sur la table, son regard calme, presque détaché. Cette absence de réaction en disait plus long que n'importe quelle intervention. Elle validait ce qui se déroulait, par son silence même. Un léger mouvement attira alors l'attention d'Améline. Près de l'entrée de la salle, une jeune femme venait d'apparaître. Elle ne s'approcha pas de la table principale, mais choisit une place suffisamment proche pour être vue, suffisamment éloignée pour ne pas être officiellement présentée. Améline reconnut Maëlys Ronet, une connaissance récente d'Étienne, dont le nom avait commencé à apparaître dans des conversations vagues, jamais confirmées. Sa présence était discrète, mais calculée, comme un détail volontairement laissé apparent. À cet instant précis, Améline comprit que rien de tout cela n'était improvisé. Ce n'était pas une explosion de colère, ni une décision prise sous le coup de l'émotion. C'était une mise en scène soigneusement construite, un rituel de dépossession exécuté en public, dans un cadre où toute réaction aurait été perçue comme une faute. Elle posa finalement la main sur l'enveloppe. Elle la prit, la retourna lentement, puis releva la tête. Un sourire poli, presque professionnel, se dessina sur son visage. Elle ne parla pas. Elle ne posa aucune question. Elle ne signa rien. Elle se contenta d'accepter l'objet, comme on accepte un dossier dont on prendra connaissance plus tard. Dans ce silence absolu, Améline choisit de ne rien offrir d'autre que sa retenue. Elle savait désormais que la soirée n'était pas un anniversaire, mais une annonce officielle, et que sa dignité serait sa seule réponse immédiate. Après le dîner, Améline ne dormit presque pas. Elle resta allongée dans l'obscurité, les yeux ouverts, non pas envahis par la tristesse, mais traversés par une suite d'images précises, méthodiques, comme si son esprit réorganisait enfin des années de souvenirs sous un angle nouveau. Le silence de l'appartement n'était pas oppressant. Il était clair, presque analytique, et dans cet espace mental dégagé, elle se mit à revoir Étienne tel qu'il avait toujours été, bien avant qu'il ne devienne son mari. Elle se souvenait de leur début, lorsque le nom d'Étienne Vauclair avait commencé à circuler dans les cercles professionnels. Il était connu pour sa présence, pour sa capacité à captiver une salle, pour cette aisance presque naturelle avec laquelle il parlait devant des conseils d'administration entiers. Il savait poser la voix, doser les silences, raconter une vision comme on raconte une histoire inévitable. Beaucoup confondaient cette maîtrise du discours avec une maîtrise réelle des mécanismes qu'il évoquait. Améline, elle, avait vu l'envers du décor dès le départ. À l'époque, elle travaillait déjà sur des modèles d'optimisation opérationnelle, des structures complexes qui traduisaient des idées floues en systèmes fonctionnels. Lorsqu'Étienne lui parlait de stratégie, il utilisait des mots larges, des concepts séduisants, mais dès qu'il fallait descendre au niveau des chiffres, il s'arrêtait. C'était alors qu'Améline intervenait, non pour contredire, mais pour traduire. Elle se rappelait très nettement ce contrat précis, celui qui avait marqué un tournant dans la carrière d'Étienne. Une négociation difficile, un client exigeant et un projet évalué à exactement 4-6 millions d'euros. Étienne avait apporté la vision, mais c'était elle qui avait construit chaque scénario, ajusté chaque flux de coûts, identifié chaque point de rupture possible. Elle avait passé des nuits entières à transformer ses phrases en équations, ses promesses en structures viables. Lorsque le contrat avait été signé, les félicitations avaient été adressées à Étienne seul. Dans les articles de presse,
Il était décrit comme un cerveau stratégique, un homme capable de voir loin, d'anticiper les mutations du marché. Améline, lorsqu'elle était mentionnée, l'était comme une présence rassurante, une épouse discrète, un soutien constant. On la qualifiait de stabilité, jamais de compétence. Elle avait accepté cette position sans la questionner, convaincue que leur réussite était commune, que la reconnaissance finirait par suivre naturellement. Avec le temps, pourtant, un glissement s'était opéré. Étienne avait commencé à parler des projets sans la consulter en amont. Il retenait les conclusions finales, mais ne comprenait pas les mécanismes intermédiaires. Chaque fois qu'Améline tentait d'expliquer un détail, il la coupait avec un sourire léger, lui disant de le laisser présenter, que le public n'avait pas besoin de complexité. Elle se taisait alors, persuadée qu'il s'agissait d'une question de forme, non de fond. Peu à peu, elle avait été exclue des réunions stratégiques. On ne l'invitait plus à la table où se prenaient les décisions, mais on continuait à lui demander de préparer les documents, de vérifier les chiffres, de sécuriser les modèles. Elle travaillait dans l'ombre, pendant qu'Étienne s'exposait à la lumière. Cette organisation semblait fonctionner, jusqu'au moment où elle comprit que sa présence devenait invisible par design. Colette Vauclair n'avait jamais caché sa vision des choses. Elle répétait souvent, d'un ton qui se voulait bienveillant, que son fils avait besoin d'une femme qui le soutienne, pas d'une concurrente. Améline avait entendu cette phrase des dizaines de fois, sans jamais la contester ouvertement. Elle croyait alors que l'amour suffisait à équilibrer ce genre de déséquilibre. Puis Maëlys Ronet était apparue dans leur environnement, d'abord comme une connaissance lointaine, puis comme une présence régulière lors d'événements sociaux. Maëlys était belle, polie, toujours d'accord. Elle écoutait Étienne sans jamais poser de questions techniques, sans jamais demander de précision. Elle incarnait exactement ce que son entourage semblait attendre d'une compagne. Allongée dans le noir, Améline comprit soudain que la trahison n'était pas née d'un manque, mais d'un excès. Elle n'avait pas été écartée parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle était trop essentielle. Sa valeur résidait dans ce qu'elle produisait, pas dans ce qu'elle représentait. Les jours suivants, elle adopta une posture que personne n'attendait. Elle ne protesta pas, ne chercha pas à s'expliquer, ne tenta pas de rétablir une version alternative des faits. Elle se contenta de se retirer avec précision. Elle modifia l'ensemble des mots de passe des systèmes de stockage qu'elle avait mis en place et qu'elle partageait autrefois par souci de fluidité. Elle ne supprima rien. Elle se contenta de fermer l'accès. Elle envoya ensuite un message sobre à plusieurs partenaires avec lesquels elle avait travaillé pendant des années. Le message était factuel, sans émotion, indiquant simplement qu'elle ne serait plus responsable de la validation opérationnelle à partir d'une date précise. Elle ne donna aucune justification. Elle informa, c'est tout. Dans les 36 heures qui suivirent, 2 projets furent suspendus. Personne ne cria, personne ne s'indigna publiquement, mais l'absence de validation technique empêchait toute avancée. Étienne tenta de reprendre la main, mais lorsqu'on lui demanda d'expliquer certains choix structurels, il hésita. Ses phrases perdirent leur fluidité. Pour la première fois, son discours ne suffisait plus. 11 jours après le dîner, son téléphone sonna. Le nom d'Étienne s'afficha à l'écran. Améline répondit sans empressement. Il parlait vite, tentant de masquer une tension nouvelle. Il expliquait, demandait, cherchait à comprendre ce qui manquait. Elle l'écouta sans l'interrompre, puis répondit calmement qu'elle pensait qu'il avait tout prévu, qu'il avait toujours su se débrouiller seul. Elle raccrocha sans colère. Ce n'était pas une vengeance, c'était une démonstration silencieuse. Elle comprenait désormais que le pouvoir ne venait pas de l'affrontement, mais du retrait au bon moment, à l'endroit précis où tout reposait. Améline quitta l'appartement un matin sans précipitation, après avoir refermé derrière elle une porte qui ne lui inspira ni regret, ni soulagement excessif. Elle avait préparé ce départ avec méthode, non comme une fuite, mais comme une transition nécessaire. Chaque objet avait été trié, chaque document classé, chaque souvenir replacé dans une logique claire. Elle ne laissait rien derrière elle qui puisse servir de prétexte à une conversation future. Le nouvel appartement qu'elle choisit
ne cherchait pas à impressionner. Il était plus petit, plus simple, situé dans un quartier où personne ne la connaissait. Les pièces étaient fonctionnelles, la lumière suffisante, l'espace réduit à l'essentiel. Elle n'avait pas besoin de plus. Ce lieu n'était pas une punition, mais une déclaration silencieuse de suffisance. Elle y installa son bureau, avant même de défaire entièrement ses cartons, comme si le travail devait précéder le confort. Peu après son installation, elle prit une décision qui surprit son entourage proche, bien que personne ne l'ait réellement commentée. Elle mit en vente la voiture qu'elle utilisait depuis des années, celle dont elle avait financé près de 70% du prix. Ce véhicule avait longtemps été présenté comme un symbole de réussite partagée, alors qu'il incarnait surtout une dépendance matérielle soigneusement entretenue. En s'en séparant, Améline ne cherchait pas à se priver, mais à couper un lien devenu inutile. À partir de ce moment-là, elle se mit à utiliser les transports en commun. Elle observait les visages, les gestes ordinaires, la régularité des trajets. Ce choix n'avait rien à voir avec une contrainte financière. Il relevait d'une volonté de reprendre le contrôle de ses déplacements, de ne plus être associée à un confort qui n'était plus le sien. Dans cette routine nouvelle, elle trouvait une forme de liberté discrète, presque apaisante. Elle ne publia rien. Aucun message, aucune explication, aucune allusion. Les réseaux restèrent silencieux, tout comme son téléphone, qu'elle laissait souvent de côté pendant des heures. Les rares personnes qui tentaient de la joindre recevaient des réponses courtes, neutres, toujours respectueuses. Elle ne cherchait pas à se justifier. Elle savait que toute explication prématurée affaiblirait sa position. Sur le plan financier, elle opéra une séparation nette. Les comptes communs furent définitivement clos, les dépenses réorganisées, les engagements clarifiés. Elle gérait désormais ses ressources seule, avec une précision qui lui avait toujours été naturelle. Cette indépendance retrouvée n'était pas nouvelle en soi, mais elle prenait une dimension différente, libérée de toute interférence. Professionnellement, Améline refusa les grands contrats qui impliquaient des intermédiaires ou des structures trop visibles. Elle privilégia des projets plus modestes, des missions ciblées, des collaborations directes. Elle travaillait avec des dirigeants qui cherchaient des solutions concrètes, non des discours. Elle livrait des résultats mesurables, sans jamais exposer son nom inutilement. Cette discrétion n'était pas une stratégie de repli, mais une manière de reconstruire sur des bases saines. Pendant ce temps, Étienne commençait à ressentir les effets de cette absence. Les délais s'allongeaient, les validations tardaient, les réunions perdaient en efficacité. Rien n'était catastrophique, mais tout devenait plus lent, plus fragile. Il ne pouvait accuser personne directement. Les processus existaient toujours, mais sans la main invisible qui les maintenait, ils révélaient leurs failles. Maëlys, de son côté, intensifiait sa présence auprès d'Étienne. Elle parlait de projets communs, de stabilité, d'avenir. Elle évoquait l'idée d'un mariage, d'une annonce officielle, d'une nouvelle image à construire. Pourtant, chaque fois qu'elle posait une question précise sur l'entreprise, sur les chiffres, sur les orientations réelles, elle se heurtait à des réponses vagues. Étienne restait évasif, incapable de partager une vision structurée. Maëlys comprenait confusément qu'on ne lui donnait accès qu'à une façade. Colette Vauclair, quant à elle, ne tarda pas à intervenir. Elle appelait son fils régulièrement, lui rappelant que la situation devait être réglée définitivement. Selon elle, Améline représentait une zone d'incertitude inacceptable, une présence silencieuse qui continuait d'influencer sans apparaître. Elle exigeait une rupture claire, totale, sans ambiguïté. Elle ne comprenait pas que le silence pouvait être plus contraignant qu'une confrontation. Améline était consciente de ses mouvements, sans jamais les commenter. Elle observait à distance, attentive mais détachée. Elle savait que chaque réaction prématurée offrirait une prise inutile. Son absence de réponse devenait un espace vide que chacun tentait de remplir à sa manière, révélant ainsi ses propres faiblesses. Le soir, seule dans son appartement, elle prenait le temps de relire certains anciens documents, non par nostalgie, mais pour mesurer le chemin parcouru. Elle constatait avec une lucidité nouvelle
à quel point elle avait longtemps accepté une position qui la rendait indispensable, tout en la maintenant invisible. Cette prise de conscience ne provoquait ni colère ni tristesse, mais une forme de clarté apaisante. Elle comprenait désormais que le silence n'était pas une absence de voix, mais un choix actif. Il permettait de tracer des frontières nettes, d'observer sans être observé, de reprendre possession de son temps et de son énergie. Elle savait que ce calme apparent n'était qu'une phase, que les tensions finiraient par se cristalliser ailleurs, mais elle n'avait aucune intention d'accélérer ce processus. À la fin de cette période, alors que les pressions extérieures se faisaient plus insistantes, Améline resta fidèle à sa décision initiale. Elle ne parla pas, elle ne se défendit pas, elle attendit. Elle savait que le moment n'était pas encore venu, et que toute parole prononcée trop tôt risquait de diluer la force de ce qu'elle construisait en silence. Améline apprit l'information par un canal qu'elle n'avait jamais cessé d'alimenter, même après son départ discret de l'appartement conjugal. Ce n'était ni une rumeur mondaine, ni une confidence arrachée lors d'un dîner, mais une note technique glissée dans une conversation professionnelle, formulée avec cette prudence feutrée propre aux gens qui savent qu'ils parlent à quelqu'un qui comprend. L'entreprise d'Étienne préparait une levée de fonds majeure, suffisamment structurée pour attirer des investisseurs institutionnels, suffisamment ambitieuse pour exiger une transparence méthodologique irréprochable. Elle comprit immédiatement que le cœur de la valorisation reposait sur le système qu'elle avait conçu, ajusté, puis maintenu pendant des années dans l'ombre. Ce système n'était pas une simple suite de tableaux ou un empilement de projections, mais une architecture logique qui liait les flux, anticipait les ruptures et transformait l'incertitude en scénario mesurable. Améline se souvenait encore des nuits passées à tester des hypothèses, à simuler des chocs externes, à rendre lisible ce que d'autres jugeaient trop complexe pour être expliqué. Étienne, lui, avait toujours présenté le résultat comme une évidence stratégique, sans jamais en détailler la mécanique interne, car il n'en possédait pas la maîtrise réelle. Jusqu'alors, cette asymétrie n'avait pas été visible, car personne n'avait insisté suffisamment longtemps pour en révéler les contours. Lorsque les premières questions approfondies furent posées lors de réunions préparatoires, Étienne adopta son registre habituel, fait de confiance projetée et de phrases conclusives. Il parlait de vision, de trajectoire et de cohérence globale, mais dès qu'un interlocuteur tentait de revenir sur la logique causale d'un indicateur ou sur la dépendance d'un flux à une variable exogène, son discours se resserrait, puis se vidait. Améline n'assistait pas à ces scènes, mais elle en recevait les échos, non comme un spectacle, mais comme une confirmation silencieuse de ce qu'elle avait toujours su. L'outil fonctionnait encore, mais l'homme qui prétendait l'incarner ne pouvait plus en garantir l'intelligence. C'est dans ce contexte qu'un ancien partenaire, Julien Maréchal, prit contact avec elle. Julien n'était pas un inconnu surgissant opportunément, mais un professionnel qu'elle avait côtoyé lors d'un projet antérieur, où il avait pu mesurer sa rigueur sans jamais la confondre avec de la docilité. Il la contacta directement, sans détour ni flatterie, en précisant qu'il s'adressait à elle à titre personnel, et non comme à l'ancienne épouse d'Étienne. Cette précision, anodine en apparence, eut sur Améline l'effet d'une respiration retrouvée. Ils se rencontrèrent dans un café sobre, choisi pour sa neutralité plutôt que pour son charme. Julien exposa les faits avec une clarté méthodique, évoquant la levée de fonds imminente, les attentes des investisseurs et les zones d'ombre qui commençaient à inquiéter certains analystes. Elle portait un tailleur sombre, coupé avec une précision presque austère, sans bijoux ostentatoires, sans signe d'appartenance à un clan ou à une marque. Sa posture était droite, son regard calme, et chaque pas semblait calculé non pour séduire, mais pour ne rien devoir à personne. Les premières secondes passèrent sans réaction notable. Quelques regards se croisèrent, des sourcils se levèrent, puis une rumeur discrète commença à circuler parmi les invités les plus attentifs. Maël Kouyaté figurait sur la liste officielle des partenaires financiers du gala, une liste que beaucoup consultaient désormais sur leur téléphone. Incrédules,
Son nom apparaissait sans mention d'alliance, sans référence à Delacroix, inscrit dans la même typographie que les autres grands donateurs. Puis il posa une question simple, sans sous-entendu, sans pression, et surtout sans présupposer sur sa réponse. Il lui demanda ce qu'elle voulait, non pas ce qu'elle pouvait offrir, ni ce qu'elle devait réparer, mais ce qu'elle désirait réellement à ce stade de sa trajectoire. Cette question la laissa silencieuse quelques secondes, non par hésitation, mais parce qu'elle n'avait jamais été formulée ainsi à son égard. Pendant des années, ses compétences avaient été sollicitées comme des ressources, intégrées comme des fonctions, mais jamais reconnues comme une volonté autonome. Elle réalisa alors que ses prétendus échecs n'en étaient pas, car elle n'avait jamais échoué dans son domaine. Elle avait seulement été rendue invisible par un système qui se nourrissait de sa discrétion. Cette prise de conscience ne s'accompagna ni de colère ni de triomphe, mais d'un calme dense, presque mathématique. Pendant ce temps, Maëlys, qui gravitait désormais officiellement autour d'Étienne, commençait à percevoir une tension qu'elle ne parvenait pas à nommer. Elle sentait que certaines informations lui échappaient, que des décisions se prenaient sans qu'elle en soit informée, et que sa présence, autrefois valorisée comme un signe de stabilité retrouvée, devenait un élément décoratif, plutôt qu'un appui stratégique. Elle tenta d'obtenir des garanties, de comprendre le calendrier et les enjeux, mais Étienne se contentait de réponses vagues, convaincu que la forme suffirait à masquer le fond. Colette, de son côté, observait la situation avec une inquiétude croissante. Elle avait toujours cru que son influence suffirait à maintenir l'équilibre, à corriger les dérives et à protéger l'image de son fils. Or, les résultats tardaient, les investisseurs devenaient plus exigeants et son autorité implicite perdait de son efficacité. Les performances attendues ne se matérialisaient pas et les justifications fournies ne convainquaient plus ceux qui regardaient au-delà des apparences. Pour la première fois, Colette comprit que le problème n'était pas extérieur, mais structurel. Améline, quant à elle, observait tout cela sans intervenir. Elle continua ses projets personnels, travailla avec des clients qui la sollicitaient pour son expertise réelle et refusa poliment toute tentative de récupération indirecte. Elle ne chercha ni à se venger, ni à se faire reconnaître publiquement, car elle avait compris que la vérité, lorsqu'elle est suffisamment bien construite, n'a pas besoin d'être défendue. Elle savait que le moment n'était pas encore venu, non par peur, mais par lucidité stratégique. Lorsqu'elle quitta le café ce jour-là, elle ne prit aucun engagement envers Julien, sinon celui de réfléchir librement à ses propres intérêts. Cette liberté nouvelle, qu'elle n'avait jamais revendiquée explicitement, devint le socle sur lequel elle décida de se tenir. Elle comprit que sa valeur n'avait jamais dépendu de son mariage, ni de la reconnaissance d'Étienne, ni de l'approbation de Colette, mais de sa capacité à comprendre, à structurer et à choisir. Elle décida alors de ne pas intervenir dans la levée de fonds, laissant les mécanismes qu'elle avait créés révéler d'eux-mêmes leurs limites lorsqu'ils seraient dissociés de celles qui les comprenaient pleinement. L'échec de la levée de fonds ne fut annoncé par aucun communiqué spectaculaire, ni par aucun titre alarmiste, car il n'y eut ni scandale, ni accusation explicite. Il se manifesta par une suite de silences, de reports successifs et de documents restés sans réponse. Les investisseurs, d'abord patients, commencèrent à souligner des incohérences dans les données présentées, non pas comme des attaques, mais comme des demandes de clarification. Les chiffres semblaient corrects, pris isolément, mais leur articulation révélait des contradictions que personne, du côté d'Étienne, ne parvenait à expliquer avec précision. Ce n'était pas une erreur flagrante, mais une absence de logique vivante, et cette absence suffisait à miner la confiance. Les réunions se succédèrent avec une tension croissante, tandis que les tableaux de projection perdaient leur crédibilité au fil des questions. Étienne continuait de parler avec assurance, mais son discours glissait désormais sur la surface des choses, incapable de pénétrer la structure qu'il prétendait maîtriser. Les investisseurs les plus expérimentés comprirent rapidement que l'intelligence du système n'était plus incarnée par celui qui le présentait. Ils se retirèrent sans bruit, invoquant des priorités différentes,
laissant derrière eux un vide qui n'était ni conflictuel, ni réparable à court terme. Dans les 8 semaines qui suivirent, 3 cadres dirigeants quittèrent l'entreprise. Le premier invoqua une opportunité externe, le second parla d'un besoin de renouveau personnel, et le troisième se contenta d'un message bref, évoquant un désalignement stratégique. Aucun d'eux ne mentionna explicitement la levée de fonds avortée, mais chacun savait que la perte de crédibilité interne avait rendu leur position intenable. Sans architecture claire ni leadership opérationnel réel, leur responsabilité devenait un risque plus qu'un rôle. Leur départ ne provoqua pas de chaos immédiat, mais il fragilisa davantage une structure déjà affaiblie. Face à cette situation, Étienne se trouva contraint de prendre une décision qu'il avait toujours repoussée. Il vendit une partie de ses actions personnelles afin de maintenir la trésorerie et de rassurer les partenaires encore présents. Ce geste, présenté comme une preuve d'engagement, fut perçu par ceux qui comprenaient les mécanismes financiers comme un signal de recul stratégique. Il ne s'agissait plus d'une expansion maîtrisée, mais d'une tentative de survie. Pour Étienne, cette vente représentait surtout une rupture symbolique, car elle marquait la première fois où son image de fondateur incontestable se fissurait publiquement. Maëlys observa ces évolutions avec une lucidité pragmatique. Elle n'avait jamais prétendu comprendre les détails techniques, mais elle percevait très bien la dynamique du pouvoir et les signes de son érosion. Les promesses implicites qui l'avaient rassurée au début de leur relation perdaient leur substance à mesure que l'influence d'Étienne diminuait. Elle chercha d'abord à obtenir des garanties, puis, face à l'absence de perspective claire, elle prit la décision de partir. Son départ fut discret, sans reproche ni confrontation, motivée par la conviction que l'avenir qu'elle avait imaginé ne se construirait pas dans ce contexte affaibli. Colette, quant à elle, perdit progressivement la place qu'elle occupait depuis toujours dans l'équilibre familial. Son autorité, autrefois fondée sur la réussite de son fils et sur sa capacité à orienter les décisions, se heurta désormais à des faits qu'elle ne pouvait plus influencer. Les résultats ne suivaient pas, les alliés se faisaient rares, et ses interventions étaient accueillies avec une politesse distante plutôt qu'avec l'attention respectueuse qu'elle exigeait. Pour la première fois, elle comprit que son pouvoir n'était pas intrinsèque, mais dérivé, et que lorsque la source s'affaiblit, l'influence disparaît avec elle. Tout cela se produisit sans éclat, sans rumeur tapageuse, dans une lente dégradation que seuls les observateurs attentifs pouvaient mesurer. L'entreprise continuait d'exister, les bureaux restaient ouverts, et les communiqués internes parlaient de réorganisation et de consolidation. Pourtant, ceux qui connaissaient les rouages savaient que l'essentiel s'était déjà effondré, non par violence, mais par manque de cohérence. Pendant ce temps, Améline avançait sur un chemin radicalement différent. Elle signa un nouveau contrat avec un groupe indépendant, cette fois-ci en tant que responsable principal du dispositif analytique. Pour la première fois, son nom apparaissait comme référence unique, sans intermédiaire ni hiérarchie masquant sa contribution. Le contrat ne promettait pas une visibilité médiatique spectaculaire, mais il lui offrait une reconnaissance structurelle, fondée sur la confiance et la clarté des responsabilités. Elle accepta avec un sentiment de justesse, consciente que ce pas représentait moins une revanche qu'une affirmation tardive, mais solide de sa valeur. C'est dans ce contexte qu'Étienne lui envoya un message. Le texte était bref, presque administratif, et évitait soigneusement toute formulation émotionnelle. Il ne présentait ni excuse ni justification, mais demandait une rencontre, évoquant un besoin de soutien sur certains points techniques. Le mot choisi n'était pas collaboration, mais assistance, comme s'il s'agissait encore d'une extension naturelle de leur relation passée. Améline lut le message sans réaction immédiate, prenant le temps d'en mesurer chaque implication. Elle comprit que cette demande n'était pas motivée par un regret sincère, mais par une nécessité fonctionnelle. Étienne ne cherchait pas à réparer ce qui avait été brisé entre eux, mais à combler un vide qu'il n'avait jamais appris à gérer seul. Cette lucidité ne suscita ni amertume ni satisfaction,
seulement une confirmation supplémentaire de ce qu'elle savait déjà. Elle réfléchit aux conditions dans lesquelles une rencontre pourrait avoir lieu sans reproduire les déséquilibres anciens. Finalement, elle répondit en acceptant le rendez-vous, mais en posant clairement ses termes. Le lieu serait neutre, l'échange limité dans le temps, et toute discussion devrait reconnaître explicitement son rôle et son autonomie actuelle. Elle n'exigea pas de reconnaissance morale, seulement un cadre précis qui garantirait que cette rencontre ne serait ni une régression, ni une concession. En envoyant sa réponse, Améline sentit qu'elle ne revenait pas en arrière, mais qu'elle avançait vers une position où chaque interaction serait choisie et non subie. Le café se trouvait à l'angle d'une rue secondaire, loin des axes fréquentés et des lieux où Étienne avait l'habitude d'être reconnu. Il n'y avait ni décoration recherchée, ni musique destinée à créer une atmosphère particulière. Quelques tables en bois clair, un comptoir étroit et une lumière naturelle filtrée par une vitrine légèrement opaque suffisaient à définir l'espace. Améline arriva la première, choisit une place contre le mur, non par prudence, mais par préférence pour les lieux qui n'imposaient aucune mise en scène. Elle posa son sac à côté d'elle et commanda un café simple, sans ajouter de détails inutiles. Étienne entra quelques minutes plus tard. Son apparence restait soignée, mais elle ne portait plus la confiance fluide qui avait autrefois accompagné chacun de ses gestes. Il la salua avec une retenue inhabituelle, comme s'il craignait de rompre un équilibre fragile par une familiarité mal placée. Ils échangèrent quelques mots convenus, puis le silence s'installa, non pas comme une gêne, mais comme un espace où chacun savait que l'essentiel ne tarderait pas à surgir. Ce fut Étienne qui parla en premier, d'une voix plus basse que celle qu'il utilisait dans les salles de réunion. Il déclara que le divorce n'avait jamais été une impulsion émotionnelle, mais une stratégie mûrement réfléchie. Il expliqua qu'à ce moment précis, il avait estimé que leur séparation renforcerait sa position, simplifierait son image publique et lui permettrait de se projeter dans une nouvelle phase de croissance. Il ajouta, presque mécaniquement, qu'il n'avait jamais envisagé qu'Améline puisse réellement se détacher et construire quelque chose de solide sans lui. Améline l'écouta sans l'interrompre. Elle ne manifesta ni surprise ni colère, car ses paroles confirmaient ce qu'elle avait déjà compris depuis longtemps. Lorsqu'il eut terminé, elle se contenta de reformuler calmement ce qu'il venait de dire, vérifiant chaque élément comme on valide une donnée essentielle. Elle confirma qu'il avait donc perçu leur mariage comme une variable ajustable et qu'il avait considéré sa présence comme une fonction remplaçable, dépendante de ses propres choix. Étienne acquiesça, incapable de nier la logique qu'elle venait d'énoncer. Elle sortit alors de son sac l'enveloppe qu'il lui avait remise lors de la soirée d'anniversaire. Elle la posa sur la table, intacte, et précisa qu'elle ne l'avait jamais ouverte. Ce geste, simple en apparence, eut un impact plus fort que n'importe quelle accusation. Étienne regarda l'enveloppe comme s'il découvrait pour la première fois le poids réel de ce document qu'il avait distribué avec tant d'assurance. Il comprit que ce qu'il avait considéré comme une formalité administrative avait été, pour elle, un symbole de rupture qu'elle n'avait même pas jugé nécessaire de décortiquer. Améline déclara ensuite qu'elle n'envisageait ni de revenir sur la décision de séparation, ni d'offrir l'aide qu'il sollicitait. Elle expliqua que son refus n'était pas une vengeance, mais une cohérence personnelle. Elle n'était plus disposée à intervenir dans un système qui s'était construit sur son effacement. Elle précisa qu'elle reconnaissait la vérité de ce qu'il venait d'avouer, et que cette reconnaissance suffisait à clore ce chapitre de leur vie commune. Étienne tenta de répondre, mais ses mots se heurtèrent à une réalité qu'il n'avait jamais affrontée auparavant. Pour la première fois, il comprit que la perte qu'il subissait n'était pas seulement financière ou stratégique, il réalisait qu'il avait confondu dépendance et loyauté, compétence et disponibilité, et que cette confusion l'avait privé d'une présence qu'il n'avait jamais réellement vue. Ce constat ne se traduisit pas par une demande explicite de pardon, mais par un silence lourd, chargé d'une compréhension tardive. Le téléphone d'Améline vibra brièvement sur la table. Elle jeta un regard à l'écran et vit un message de Colette. Le texte était court,
formulées avec une retenue inhabituelle, et exprimaient des regrets qu'elle n'avait jamais pris la peine d'articuler auparavant. Améline ne répondit pas immédiatement. Elle nota simplement que ces mots arrivaient lorsque tout était déjà terminé, lorsque leur portée ne pouvait plus modifier le cours des choses. Elle rangea son téléphone sans commentaire. La conversation s'acheva sans éclat. Aucun des deux ne chercha à prolonger le moment par des souvenirs ou des hypothèses sur ce qui aurait pu être différent. Ils réglèrent leur consommation séparément, comme deux personnes dont les chemins s'étaient croisés un temps avant de diverger définitivement. Améline se leva la première, prit son sac et adressa à Étienne un regard calme, dénué de reproches. Elle lui souhaita simplement de trouver ce qu'il cherchait, consciente que cette formule n'impliquait aucune promesse. En quittant le café, elle sentit une légèreté nouvelle, non pas celle d'une victoire, mais celle d'une clôture assumée. Elle ne portait ni rancœur ni désir de réparation tardive. Ce qu'elle laissait derrière elle n'était pas une blessure ouverte, mais une structure ancienne qui n'avait plus lieu d'être. Elle marcha quelques instants sans but précis, laissant le bruit de la ville reprendre sa place autour d'elle, et comprit que la liberté qu'elle éprouvait venait de sa capacité à partir sans emporter le poids de la colère. 14 mois s'étaient écoulés depuis la matinée où Améline avait quitté le café sans se retourner, laissant derrière elle une conversation qui n'appelait aucune suite. Le temps n'avait pas effacé les événements, mais il les avait replacés à leur juste dimension, comme on range des dossiers après avoir compris qu'ils ne définissaient plus le présent. Sa vie ne s'était pas transformée par un geste spectaculaire, mais par une série de décisions cohérentes, prises sans urgence et sans désir de revanche. L'entreprise qu'elle avait cofondée était née presque par nécessité, avant de devenir un projet structuré. Elle travaillait avec un associé discret, Laurent Delmas, un ancien directeur des opérations qu'elle avait rencontré lors d'une mission ponctuelle. Laurent n'était ni charismatique, ni dominateur, mais il possédait une compréhension rigoureuse des processus et une capacité rare à reconnaître les compétences sans les absorber. Leur collaboration s'était imposée naturellement, fondée sur un respect mutuel et une vision commune de la performance comme équilibre plutôt que comme démonstration. Ensemble, ils avaient créé une société de conseil en optimisation opérationnelle, destinée aux entreprises de taille intermédiaire qui cherchaient à structurer leur croissance sans sacrifier leur stabilité interne. La première année avait dépassé leurs prévisions les plus prudentes. Les contrats s'étaient enchaînés sans tapage, portés par des recommandations directes et une réputation construite sur des résultats mesurables. Le chiffre d'affaires avait atteint 2 300 000 €, un montant qui n'avait jamais été affiché comme un trophée, mais enregistré comme une donnée parmi d'autres. Améline observait ces chiffres avec satisfaction, non parce qu'ils validaient une revanche personnelle, mais parce qu'ils confirmaient la justesse de son approche. Elle n'avait pas cherché à croître trop vite, ni à séduire des investisseurs par des promesses creuses. Elle avait simplement appliqué ce qu'elle savait faire, avec une clarté qu'elle ne s'était jamais autorisée auparavant. Elle n'avait pas refait sa vie sentimentale, et cette absence n'était ni une fuite, ni une posture. Elle avait compris que son équilibre ne dépendait pas d'une reconnaissance extérieure, mais de la cohérence entre ses choix et ses valeurs. Ses journées étaient remplies, structurée par des réunions utiles, des déplacements maîtrisés et des moments de solitude qu'elle ne percevait plus comme des manques. Elle avait appris à distinguer le calme de l'isolement et à apprécier le premier sans craindre le second. Étienne, de son côté, s'était retiré progressivement de la direction opérationnelle de son entreprise. Officiellement, ce retrait était présenté comme une transition stratégique destinée à préparer une nouvelle phase de gouvernance. En réalité, il résultait d'une accumulation de décisions manquées et d'une perte de crédibilité interne qu'aucun discours ne pouvait compenser. Il avait conservé une part de ses intérêts financiers, mais son influence s'était réduite à un rôle consultatif sans poids réel. Les réunions auxquelles il assistait désormais se déroulaient sans qu'on attende de lui des orientations décisives, et cette mise à l'écart feutrée avait marqué la fin de son ascension. Il continuait d'être invité, consulté et respecté pour ce qu'il avait construit. Toutefois,
Il savait désormais que l'essentiel des décisions structurantes lui échappait. Son pouvoir n'était pas détruit, mais il était devenu secondaire, dépourvu de la force décisive qu'il croyait naturelle. Cléa disparut sans annonce. Elle cessa simplement d'apparaître dans les cercles médiatiques où elle avait longtemps occupé une place stratégique. Les raisons de cette absence ne furent jamais commentées, et personne ne sembla chercher à les éclaircir. Son retrait se fondit dans l'oubli rapide, qui accompagne ceux dont l'utilité dépend uniquement de leur capacité à orchestrer l'image des autres. Le fond Virel formalisa ensuite une évolution déjà évidente. Maël fut nommé partenaire central pour les projets à long terme, non par faveur, mais par reconnaissance d'une compétence démontrée. Cette décision fut accueillie avec une approbation unanime, tant elle correspondait à la réalité des échanges récents. Elle accepta ce rôle avec la même sobriété qui caractérisait chacune de ses interventions, sans discours solennel, ni mise en avant personnelle. Aucune vie ne fut ruinée, aucun nom ne fut traîné dans la boue. Les illusions, en revanche, ne survécurent pas. L'illusion selon laquelle le pouvoir pouvait être conservé sans être exercé avec justesse. L'illusion selon laquelle le silence d'une femme signifiait l'absence de pensée ou de stratégie. Ces constructions s'effondrèrent d'elles-mêmes, faute de fondations solides. Maëlle atteignit enfin ce qu'elle n'avait jamais formulé comme une revendication explicite. Elle obtint l'autonomie nécessaire pour agir selon ses propres critères et la reconnaissance implicite de sa valeur réelle. Cette reconnaissance ne passa pas par des applaudissements ou des déclarations publiques, mais par la confiance concrète de ceux qui comptaient. Elle n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit, car ses actes parlaient désormais sans intermédiaire. Pour Étienne, la compréhension fut plus lente, mais elle s'imposa. Il réalisa que la justice n'avait pas pris la forme d'une sanction, mais d'un rééquilibrage. Ce qu'il perdait n'était pas un droit, mais une illusion de supériorité fondée sur l'invisibilité de l'autre. Cette prise de conscience, bien que douloureuse, lui offrit une forme de paix tardive, débarrassée des faux-semblants. Les observateurs extérieurs, sans connaître les détails intimes, ressentirent une satisfaction diffuse. L'histoire n'avait pas produit de vainqueur triomphant, ni de coupable désigné, mais un sentiment de justesse. Chacun avait trouvé la place correspondant à sa véritable contribution, sans excès ni humiliation. Cette résolution silencieuse répondait à une attente profonde, celle d'une justice sans cruauté. Maëlle continua de marcher avec la même retenue, consciente que le véritable pouvoir résidait dans la capacité à attendre sans se perdre. Elle savait que son silence passé n'avait jamais été une faiblesse, mais une préparation. Et dans ce calme retrouvé, une phrase semblait résumer l'ensemble de son parcours, non comme une provocation, mais comme une vérité simple et définitive. Celui qui se tait le plus longtemps est souvent celui qui sait exactement ce qu'il attend. Merci d'avoir pris le temps d'écouter l'histoire de Maëlle Kouyaté jusqu'au bout. Cette histoire s'inspire librement de situations bien réelles, de ses silences, de ses humiliations discrètes et de ces retournements que la vie réserve parfois à ceux qu'on sous-estime. Personnellement, ce qui m'a le plus marqué, c'est que la véritable justice n'a pas toujours besoin de cris ni de scandales pour exister. Et vous, que pensez-vous du choix de Maëlle? Auriez-vous agi différemment à sa place? N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Dites-moi aussi d'où vous regardez cette histoire et pensez à liker et vous abonner à la chaîne pour soutenir le contenu. Merci à vous.